Le silence est tombé dans la salle du conseil avant même que le président ne prenne la parole. Personne n'osait croiser mon regard. Les dossiers étaient déjà ouverts devant chaque administrateur, comme si le verdict avait été décidé bien avant mon arrivée. Une tasse de café refroidissait devant moi, intacte. À l'autre bout de la table, un homme affichait un sourire si discret qu'il aurait pu passer pour de la compassion. Pourtant, je savais que ce sourire n'avait rien d'humain. Il attendait simplement que je tombe. Le président inspira profondément avant de prononcer une phrase que je n'oublierai jamais. « Élise, les preuves sont accablantes. À cet instant précis, j'ai compris que quelqu'un avait réussi l'impossible. Il avait transformé 15 années d'une réputation irréprochable en quelques pages de mensonges, et le pire, c'est que tout le monde semblait y croire. 3 jours plus tôt, je pensais vivre la plus belle semaine de ma carrière. Je dirigeais les projets stratégiques de Delorme Industries, une entreprise familiale installée à Lyon, spécialisée dans les équipements médicaux. J'y étais entrée à 26 ans comme simple coordinatrice. À 39 ans, j'étais devenue chef de projet senior. Je connaissais les équipes, les fournisseurs, les clients historiques. Certains collaborateurs disaient même que je connaissais mieux l'entreprise que plusieurs membres de la famille, Delorme. Je n'avais jamais cherché à faire de politique. Je travaillais. C'était tout. Depuis plusieurs mois, une rumeur circulait dans les couloirs. Le président souhaitait créer un poste de directrice des opérations afin d'accompagner le développement international de l'entreprise. Cadre savait que 2 noms revenaient sans cesse. Le mien et celui de son fils, Bastien. Delorme avait 34 ans. Diplômé d'une grande école de commerce, toujours impeccablement habillé, il excellait dans un domaine bien particulier, convaincre les autres qu'il était indispensable. Il parlait fort, décidait vite et adorait rappeler qu'il porterait un jour le nom de l'entreprise sur ses épaules. Mais derrière les présentations brillantes, il ne supportait pas que quelqu'un attire davantage la confiance que lui, surtout pas une salariée. Au début, je n'avais pas pris ses remarques au sérieux. « Tu travailles beaucoup, Élise. Mais au final, les grandes décisions resteront familiales. » Il disait cela avec un sourire, comme une plaisanterie. Puis, les petites attaques sont devenues plus fréquentes. Des réunions déplacées sans que je sois prévenue. Des dossiers dont certaines pages disparaissaient mystérieusement. Des décisions attribuées à d'autres. À chaque fois, rien de suffisamment grave pour protester. Seulement assez pour m'épuiser. Un vendredi soir, alors que presque tout le bâtiment était vide, je croisais une jeune femme dans le parking souterrain. Je la connaissais de vue, Clémence Delorme, la sœur cadette de Bastien, 32 ans, juriste de formation. Contrairement au reste de la famille, elle refusait toute exposition. Elle travaillait dans une fondation culturelle appartenant au groupe et ne participait presque jamais aux décisions de l'entreprise. Elle me salua timidement. « Vous partez tard. » Comme souvent, elle esquissa un sourire. « Mon père dit que vous êtes la personne la plus fiable de toute la société. » Cette phrase me surprit. Je répondis simplement « C'est. » « Est gentil. » Elle sembla vouloir ajouter quelque chose. Puis elle se ravisa. « Passez un bon week-end. Élise. » Je ne savais pas encore que cette courte conversation allait bouleverser ma vie. Le lundi suivant, tout bascula. À 8h12, en entrant dans mon bureau, je remarquai immédiatement quelque chose d'étrange. Mon ordinateur était allumé. Je l'éteignais toujours avant de partir. Je pensais à une mise à jour automatique. Puis j'ouvris ma messagerie. Des dizaines de réponses apparaissaient, certaines furieuses, d'autres incrédules. L'une d'elles provenait d'un fournisseur historique. « Nous sommes très surpris par votre proposition. Nous refusons évidemment toute commission occulte. » Je restai figée. Commission occulte? Je n'avais jamais envoyé un tel message. J'ouvris. Le fil point mon adresse électronique apparaissait bien comme expéditeur. Le texte évoquait des paiements non déclarés destinés à accélérer certains contrats. Je sentis mon ventre se nouer. En quelques secondes, d'autres notifications arrivèrent. Le directeur financier demandait une réunion urgente. Les ressources humaines me convoquaient. Le président voulait me voir. Immédiatement. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, 2 responsables de la sécurité informatique frappèrent à ma porte. Ils me demandèrent de remettre mon ordinateur, sans explication, sans un mot. Les regards dans le couloir avaient changé.
Quelques collègues détournèrent les yeux. D'autres murmuraient dès que je passais. 1 heure plus tard, j'appris qu'une somme de près de 280 000 € avait disparu d'un compte destiné à financer un projet européen. Les virements avaient été validés avec mes identifiants. Je répétais que c'était impossible. On me répondit que les journaux de connexion confirmaient tout. Je demandais une expertise indépendante. On me dit qu'elle viendrait plus tard. Le mal était déjà fait. Dans l'après-midi, Bastien entra dans la salle où je patientais. Il referma doucement la porte derrière lui. Quel gâchis! Je levai les yeux. Tu sais que je n'ai rien fait. Il haussa les épaules. Les preuves disent le contraire. Pourquoi tu me dis ça? Il s'approcha suffisamment pour que personne à l'extérieur ne puisse entendre. Parce que tu aurais dû comprendre une chose. Je gardai le silence. Il poursuivit presque en chuchotant. Il n'y a pas de place pour 2 personnes au sommet. Puis, il quitta la pièce. Cette phrase résonna dans ma tête pendant des heures. Était-ce un aveu? Ou simplement une provocation impossible à prouver? Le lendemain, l'affaire prit une ampleur encore plus grave. Un cabinet d'audit externe remit un premier rapport. Selon lui, plusieurs documents portaient ma signature électronique. Des contrats avaient été modifiés. Des validations financières étaient attribuées à mon compte utilisateur. Même moi, en regardant ces fichiers, j'avais l'impression qu'ils étaient authentiques. Je commençais presque à douter de ma propre mémoire. Comment pouvait-on fabriquer quelque chose d'aussi crédible? Le président, Henri Delorme, me reçut enfin. 66 ans. Un homme respecté dans tout le secteur. Dur avec lui-même. Encore plus dur avec les autres. Pendant 15 ans, il m'avait toujours soutenu. Ce jour-là, son visage semblait avoir vieilli de 10 ans. Élise, sa voix était lasse. « Dites-moi simplement la vérité. » Je répondis sans hésiter. « Je suis innocente. » Il ferma les yeux. « J'aimerais tellement vous croire. » Cette phrase me brisa davantage qu'une accusation, parce qu'elle signifiait qu'il ne me croyait plus. En quittant son bureau, je croisai Clémence dans le couloir. Elle m'observa quelques secondes, puis elle murmura « Vous n'avez vraiment rien fait ?» Je soutins son regard. « Si je mens, regardez-moi une dernière fois, parce que vous ne me reverrez plus jamais ici. » Elle resta silencieuse. Je partis sans attendre sa réponse. Le soir même, ma suspension fut annoncée à l'ensemble des salariés. Mon badge fut désactivé, mon accès informatique supprimé. Les journaux locaux commencèrent à relayer des rumeurs sur un possible scandale financier. Je n'avais encore été reconnue coupable de rien. Pourtant, dans l'esprit de beaucoup, l'affaire était déjà terminée. 2 jours plus tard, alors que je tentais de comprendre comment défendre mon nom avec mon avocate, mon téléphone vibra. Le numéro était inconnu. Je décrochai, une voix de femme parla très bas. « Ne dites rien, écoutez seulement. » Je reconnus immédiatement Clémence. J'ai trouvé quelque chose. Mon cœur s'accéléra. « Quoi? » Les fichiers utilisés contre vous. Certains ont été créés plusieurs semaines avant les dates qu'ils affichent. Je cessai de respirer. Elle poursuivit. Et ce n'est pas le plus inquiétant. Je voulus poser une question. Elle me coupa. Quelqu'un nous écoute peut-être. Demain, 19 heures. Les quais de Saône. Venez seul. La ligne fut coupée. Je restai immobile, le téléphone encore contre mon oreille. Pour la première fois depuis le début de cette descente aux enfers, une certitude s'imposa. Quelqu'un connaissait la vérité. Mais j'ignorais encore que cette vérité était bien plus ancienne que les faux emails, bien plus dangereuse que les virements disparus, et qu'elle allait faire s'effondrer une famille entière. Le lendemain, je suis arrivée sur les quais de Saône avec près de 20 minutes d'avance. Le ciel de Lyon était couvert. Une pluie fine transformait les pavés en miroirs, et chaque silhouette qui passait me faisait sursauter. Depuis ma suspension, je regardais constamment derrière moi. Je ne savais plus distinguer une coïncidence d'une surveillance. À 19 heures précises, Clémence apparut. Elle portait un manteau sombre, les cheveux attachés à la hâte. Elle ne me salua même pas. « On ne reste pas ici. » Elle m'entraîna vers une petite rue où un café presque vide donnait sur une cour intérieure. Nous choisîmes une table au fond de la salle. Elle sortit une clé USB de son sac. Je ne devrais pas avoir ça. Je baissai les yeux vers le petit objet métallique. Qu'est-ce que c'est?
Elle prit une longue inspiration. Les sauvegardes du serveur d'archives. Les administrateurs pensent que les fichiers sont automatiquement écrasés au bout de 30 jours. Ce n'est pas vrai. Les anciennes versions restent stockées sur un serveur secondaire. Personne ne s'en sert, sauf le responsable informatique. Et alors? J'ai demandé un accès pour une affaire juridique de la Fondation. En cherchant autre chose, j'ai vu votre nom apparaître. Je sentis mon cœur accélérer. Les documents contre vous existent bien. Mais leur historique a été modifié. Elle fit glisser la clé USB jusqu'à moi. Les métadonnées originales montrent qu'ils ont été créés depuis un autre poste informatique avant d'être injectés dans votre dossier utilisateur. Je relevai brusquement la tête. « Tu sais qui ?» Elle hésita, puis répondit doucement. « Je crois savoir. » Elle ne prononça pourtant aucun nom. À cet instant, un homme entra dans le café. Clémence pâlit. « Ne te retourne pas. » Je compris immédiatement que quelque chose n'allait pas. Qui est-ce? Un collaborateur de mon frère. Mon sang se glaça. Tu penses qu'il nous suit? Je n'en suis plus certaine. Mais depuis hier, je remarque toujours les mêmes personnes près de chez moi. Elle se leva. Garde la clé. Et toi? S'ils me voient avec toi, ils comprendront que je doute de la version officielle. Elle partit sans même finir son café. Je restai quelques secondes immobile avant de quitter discrètement les lieux par une autre sortie. Cette nuit-là, avec mon avocate, nous avons examiné le contenu de la clé. Les anciennes versions des fichiers racontaient une histoire totalement différente. Les contrats incriminés avaient été créés depuis un ordinateur identifié comme appartenant au service de stratégie, le bureau de Bastien. Mais quelqu'un avait ensuite remplacé les journaux d'activité afin de faire croire que toutes les opérations provenaient de mon poste, sir, n'était déjà plus une simple manipulation. C'était une opération préparée avec une précision presque chirurgicale. Mon avocate leva les yeux. Si ces données sont authentiques, quelqu'un a accès aux serveurs internes. Je murmurai. Bastien n'a pas les compétences techniques, elle acquiesça. Donc, il n'est probablement pas seul. Cette phrase ouvrait une nouvelle question. Qui travaillait avec lui? 2 jours plus tard, Clémence me rappela. Sa voix tremblait. J'ai découvert quelque chose d'encore plus grave. Quoi? Les faux emails ne sont qu'une partie du problème. Elle marqua un silence. J'ai comparé plusieurs bilans financiers des 5 dernières années. Et certaines lignes budgétaires disparaissent, puis réapparaissent sous d'autres intitulés. Je ne compris pas immédiatement. Elle poursuivit. Des millions d'euros. Je restai figée. Tu es sûre? Pas encore totalement. Mais il y a des transferts vers des sociétés de conseil qui n'ont presque aucune activité. Je sentis un frisson me parcourir. Les 280 000 euros qu'on m'accusait d'avoir volés n'étaient peut-être qu'une goutte d'eau. Le véritable détournement était ailleurs. Quelques heures plus tard, un événement inattendu changea complètement la situation. Le responsable informatique de Delorme Industries demanda un entretien confidentiel avec mon avocate. Il s'appelait Olivier.47. Harris marié, discret, présent dans l'entreprise depuis près de 20 ans. Lorsqu'il entra dans le cabinet, il avait le visage fermé. Je ne peux pas rester longtemps. Il posa une enveloppe épaisse sur la table. Je n'ai jamais participé au montage. Mais j'ai obéi à des ordres. Je le regardais sans comprendre. Quels ordres? Il baissa les yeux. Modifier certains accès. De qui venait-il? Il serra les mâchoires. De Bastien. Le silence devint presque insupportable. Pourquoi parler maintenant? Sa réponse me bouleversa. Parce que je viens d'apprendre que vous allez être licencié pour faute lourde. Il inspira profondément. Et parce que je refuse qu'une innocente paye pour quelqu'un que j'ai aidé par l'acheter, il nous remit plusieurs. Copies de journaux techniques. Des sauvegardes que personne ne savait qu'il conservait. Avant de partir, il ajouta une dernière phrase. Faites vite. Pourquoi? Il se retourna. Parce que Bastien efface tout ce qui peut le compromettre. À peine 1 heure après son départ, mon téléphone vibra. C'était Clémence, elle pleurait. Mon père vient de convoquer un conseil extraordinaire. Pour quand? Demain matin. Pourquoi? Elle eut du mal à répondre. Bastien veut que ton licenciement soit voté définitivement. Je regardais mon avocate. Nous n'avions pas encore suffisamment de preuves pour convaincre tout le conseil. Les éléments étaient solides,
Mais ils pouvaient encore être contestés. Il nous fallait quelque chose d'irréfutable. Cette nuit-là, Clémence décida de faire ce qu'elle n'avait jamais osé faire de toute sa vie. Elle entra dans le bureau privé de son frère. Non pas pour voler, mais pour vérifier un doute qui la hantait depuis plusieurs jours. Dans un tiroir verrouillé, elle trouva un second téléphone, puis un carnet noir, à l'intérieur, des dates, des montants, des initiales. Et surtout, les noms de plusieurs sociétés écrans. En photographiant rapidement les pages, elle remarqua une enveloppe glissée sous le carnet. Elle l'ouvrit. Son souffle se coupa. Il ne s'agissait pas d'un document financier. C'était une lettre manuscrite, signée, de leur père, datée de 8 ans plus tôt, une lettre dont Bastien n'aurait jamais dû être le seul à disposer. En la lisant, Clémence comprit soudain pourquoi son frère avait toujours agi comme s'il était intouchable, et pourquoi leur père avait fermé les yeux sur tant de choses pendant toutes ces années. La vérité qui allait éclater lors de la réunion du lendemain ne concernait plus seulement un détournement d'argent, elle menaçait désormais de faire voler en éclats tout l'équilibre de la famille Delorme.